Alors, ça y est, normalement, on est lancé. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis un peu en retard. Une petite galère pour réussir à publier mon écran pour que vous puissiez voir autre chose que ma tête. Dites-moi si vous me voyez et si vous voyez mon écran, principalement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Dites-moi si vous voyez un logo entrepreneur animalier, les projets participatifs, etc. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, est-ce que ça y est, je me vois, donc ça a l'air tout bon. On va laisser le temps à ceux qui veulent d'arriver. Donc, bonjour tout le monde. Le but de ce petit live, ça va être que je vous parle un petit peu des projets participatifs. Ça fait quelques temps déjà que j'avais envie de vous parler un peu de tous ces projets collaboratifs, à la fois sur le financement, mais aussi sur, eh bien, sur la possibilité de faire des chantiers collaboratifs, des événements collaboratifs. On va se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire appel à des bénévoles? Et comment est-ce qu'on peut faire, notamment parce que, alors certains ont des associations, d'autres ont des projets plutôt d'entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit légal, pour que ce soit possible, etc. Et pour avancer le plus loin possible dans nos projets. Donc, je laisse tranquillement à ceux qui arrivent le temps d'arriver. Si vous me recevez, je veux bien que vous me mettiez un petit commentaire pour me dire que tout fonctionne. Euh, donc, je sais qu'il y a toujours un délai, hein, il y a un délai d'à peu près 15 secondes pour que vous puissiez, enfin, entre le moment où je parle et le moment où vous recevez cette vidéo. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Françoise, est-ce que vous pouvez me dire si on m'entend bien et si on me voit bien? Et on va pouvoir commencer dans quelques secondes. Donc le principe de ce soir, ça va être donc d'habitude on me voit que moi et je suis toujours un petit peu frustré parce que j'ai envie de vous montrer plein de choses, j'ai envie de vous montrer, de vous parler de plein de projets, de plein de choses qui se sont faits et qui viennent pas de chez moi. Et du coup, vous voyez que ma tête et c'est parfois frustrant. Donc du coup là, j'avais envie plutôt de laisser la place à mon écran pour que vous puissiez voir quelques logos. Je vais vous montrer quelques plateformes sur lesquelles on peut faire des choses collaboratives intéressantes. Et je vais vous montrer voilà, les avantages, les inconvénients de toutes ces choses-là. Donc bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je vais avancer un petit peu le temps d'avoir vos confirmations que vous me recevez bien. Alors, de quoi on parle? Du coup, de quoi on parle? Moi, ce que je voulais le message, s'il y en a un seul à retenir ce soir, c'est qu'en fait, généralement, quand on se lance dans un projet, on a tous un certain ego, on a tous une certaine fierté de notre projet, et on adore dire, je l'ai fait tout seul, j'ai fait ça tout seul. D'ailleurs, ça se fait très souvent, vous savez, les gens qui sont dans l'autoconstruction, j'aime beaucoup ce milieu-là, disent, bah, j'ai tout fait tout seul avec mes petites mains. Et moi, en fait, je suis plutôt un partisan d'un groupe qui a fait quelque chose parce que ensemble on est plus fort, ensemble on peut aller plus loin, ensemble on se donne du courage et on peut avancer sur plein de sujets qu'on pourrait pas faire tout seul. Et c'est de ça dont je voulais vous parler un petit peu rapidement ce soir. Alors, le principe, c'est pas d'aller chercher des gens qui n'ont rien à voir avec nous, c'est d'aller partager quelque chose, euh, faire participer des gens qui partagent nos valeurs. Donc, principalement, il y a deux grosses thématiques dans le monde collaboratif. Il y a le financement participatif d'un côté, ça vous connaissez déjà, et les chantiers collaboratifs, les événements, le bénévolat. Au niveau du financement participatif, je vous invite à aller voir, j'ai déjà fait une première vidéo sur comment financer son projet, comment trouver des fonds. Je parle du financement participatif, donc en fait ça va pas être l'objet, ça va pas être 100% de ce que je vais vous raconter ce soir. L'idée c'est vraiment de parler du mode collaboratif plutôt que de comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des sous pour son projet. Alors c'est quoi l'intérêt d'aller, eh bien de faire collaborer des gens
autour de notre projet, que ce soit un projet de ferme pédagogique, d'ouverture d'un lieu au public qui fait rencontrer des gens avec des animaux, des gens avec la nature, avec le monde vivant, etc. Eh bien, le premier intérêt qui est très logique, c'est de trouver des ressources, bien évidemment. Trouver des ressources, ça peut être trouver des ressources financières, trouver des ressources humaines, parce que dans votre projet, vous êtes tout seul, parce que vous êtes que deux, ou vous êtes un nombre bien évidemment limité, et qu'on peut pas toujours tout faire. Et on a plein d'idées en tête, vous savez, on a toujours un petit calepin, ou en tout cas un coin dans notre tête où on se dit « Ah, j'aimerais faire ça, si j'avais le temps, je ferais ça, 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 ça ». Et en fait, le principe du collaboratif, ça va être justement de pouvoir déléguer certaines choses qui sont qu'on ne ferait pas forcément si on était tout seul. Mais là, on va pouvoir se donner à la fois du courage, de la volonté et multiplier, en tout cas accélérer les choses. Donc trouver des ressources, première chose qui est hyper importante dans les modes collaboratifs, que ce soit à la fois sur le financement que sur des projets de fabrication, de chantier collaboratif, etc. Le deuxième intérêt pour moi, c'est la notion de communauté. Euh, alors pas au sens communautaire, fermé, etc. Mais pour moi, c'est plus au sens de euh, comment est-ce que je fais pour fédérer autour de mon projet, fédérer autour de mes valeurs, faire en sorte à ce que je sois un acteur important, ou en tout cas un acteur pertinent dans mon secteur d'activité, dans mon secteur géographique. Et cette notion de communauté, elle est vraiment intéressante parce que les gens se rencontrent chez moi. Ils ne se rencontrent pas ailleurs, ils se rencontrent chez moi, dans mon lieu, autour d'un projet que je leur ai proposé et qui les a aidés à se rencontrer, à avoir des moments ensemble, etc. Donc cette notion de communauté, finalement, elle est, je pense, tout aussi importante que le fait de trouver des ressources. Vous pouvez tout à fait imaginer de créer des chantiers collaboratifs alors que vous n'avez absolument aucun besoin particulier, mais tout simplement parce que vous avez envie de créer cet esprit de communauté et d'être un petit peu à l'épicentre de tout ça. Le troisième élément pour moi de créer un événement, un chantier, un projet collaboratif, quel qu'il soit, c'est la richesse de la diversité. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de compétences, j'en ai absolument aucun doute et c'est fantastique. Mais pour moi, vous aurez une richesse dans votre projet qui sera démultipliée si vous laissez d'autres personnes s'exprimer d'une autre manière, si vous laissez d'autres talents s'exprimer ou en tout cas se mettre au service de votre cause, de votre projet. Je vous donne un exemple. Moi, c'est pas vrai d'ailleurs, mais bon. Imaginez, moi, je suis très bon bricoleur, mais je suis un très mauvais artiste. Eh bien, si je veux créer un nouveau lieu pour mes cochons d'Inde ou pour mes lapins, bah, je vais faire quoi? Je vais faire un clapier, quelque chose de carré, de rectangle. Ça va être très bien, ça va être propre, ça va être sécurisé, ça va être tout ce qu'on veut. Mais il se trouve que ça manquera d'un certain charme, ça manquera de quelque chose, une note artistique, une note un peu sympa. Eh bien, le fait de faire quelque chose de collaboratif, ça va vous permettre de mélanger plein de nuances, plein de sensibilités différentes. Vous allez avoir des artistes, vous allez avoir des gens qui sont dans la construction, dans l'efficacité, vous allez avoir des gens qui sont plutôt la personne qui fait un peu rire tout le monde et qui nous donne envie d'avancer dans le projet. Vous avez la personne qui va s'occuper de faire à manger à midi parce que bah, on a un chantier d'une journée et voilà. Et donc en fait, vous avez tout un ensemble de personnes qui ont leur propre savoir-faire, leurs propres intérêts, leurs propres envies, et qui vont participer à un tout. C'est la richesse de la diversité. Et ça va concourir, en fait, au quatrième point, qui est votre propre bien-être et votre propre satisfaction. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa si vous devez... alors je vous prends l'exemple de quelqu'un que je connais. Vous avez besoin de faire un mur anti-bruit sur votre ferme pédagogique parce que vous avez une grosse route passante à côté, eh bien vous avez deux options. Vous en avez même trois. La première, c'est que vous payez quelqu'un et il va vous monter un mur anti-bruit. La deuxième option, vous passez une semaine tout seul ou avec votre conjoint et votre conjointe ou avec la personne qui travaille avec vous et vous montez un mur anti-bruit. La troisième possibilité, c'est de faire appel à tout un tas de bénévoles et de vous dire ok, on va faire quelque chose de sympa et chacun va ramener sa petite pierre à l'édifice. Et si vous faites
venir, peut-être, je sais pas moi, une dizaine, une quinzaine de personnes. Vous faites un mur anti-bruit qui est végétalisé. Eh bien, chacun va pouvoir ramener, par exemple, les plantes de son propre jardin. Chacun va pouvoir ramener sa petite patte. Certains vont vous dire, bah, moi j'ai du bois à te donner, ou d'autres vont venir avec du matériel. Et on va créer quelque chose qui aura pas du tout la même tête que si vous aviez fait les choses vous-même ou si vous aviez fait appel à quelqu'un. Et au final, tous les jours, quand vous vous lèverez et quand vous regarderez votre mur anti-bruit, vous aurez quoi en face de vous? Vous n'aurez pas un mur. Vous aurez des souvenirs, des visages, une décoration sympa et une communauté autour de vous qui est fédérée. Et ça, c'est tout l'intérêt de créer quelque chose de collaboratif, de participatif. Alors, je vais aller rapidement sur la partie du financement. Sur le financement, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, j'en ai un petit peu parlé dans une précédente vidéo. Vous pouvez aller voir soit sur ma chaîne YouTube, soit dans l'historique des vidéos Facebook Live. Vous avez plein de manières de vous financer sur des dons libres sans contrepartie. Donc, vous dites aux gens, bah voilà, à votre bon cœur, j'ai un projet, qu'est-ce que vous me donnez? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même sur un projet donc c'était un projet qui me tenait à cœur, c'était financer du matériel de lutte contre les incendies en Amazonie pour une association dans laquelle j'ai été bénévole pendant quelques mois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une petite cagnotte sur Ulule avec un objectif minimum qui correspondait à un kit de lutte contre les incendies et j'ai demandé aux gens de financer à hauteur de ce qu'ils pouvaient. Alors quand je dis sans contrepartie, il y avait une contrepartie, mais elle était symbolique. Moi, ma contrepartie, c'était une petite carte postale signée par moi. Autant vous dire que ça n'a pas une énorme valeur, mais ça a fédéré quand même. Et puis, il y avait des lots qui montaient du plus petit au plus grand. J'offrais mon livre en e-book. Euh, donc ça avait pas forcément une valeur énorme, hein. Sur Amazon, ça vaut 3 euros. Et puis j'offrais une journée de balade en forêt avec moi sur les traces des pumas, etc. Enfin voilà, j'avais inventé quelque chose qui me coûterait pas grand-chose, qui n'était pas une contrepartie à valeur égale de ce que les gens donnent. Une personne qui donne 50 euros et qui reçoit une carte postale, c'est pas une contrepartie à valeur réelle. On n'est pas sur un achat. En revanche, sur un don avec contrepartie, là, on est sur autre chose. C'est que la personne qui vous donne 50 euros, en échange, vous allez lui donner quelque chose qui a vraiment une valeur de 50 euros. Là, on est vraiment sur quelque chose avec contrepartie. Alors attention, quand vous faites ça, c'est que si vous êtes assujetti à TVA, vous allez devoir considérer la TVA là-dedans. Parce que c'est comme si vous aviez prévendu quelque chose. Donc il y a une histoire de facturation, de vrais chiffres d'affaires à comptabiliser. Mais c'est complètement faisable. Ça se fait sur de la prévente, sur des pré-réservations. Pour tester un concept, vous avez envie d'ouvrir un nouvel espace dans votre ferme pédagogique avec une nouvelle activité. Vous pouvez vous dire, OK, je ne l'ouvre que si j'arrive à avoir une trentaine de réservations. Et les réservations, le montant que j'aurai collecté, ça va m'aider à financer les travaux, à financer tout un tas de choses. Et donc ça vous permet aussi de tester la pertinence d'un nouveau projet et de le financer sans avoir besoin de passer par une banque. Donc ça, vous pouvez le faire avec Ulule, Helloasso, KissKissBankBank, etc. La troisième option, c'est le prêt rémunéré. Donc là, il faudra le rembourser, mais il n'empêche que plutôt que d'aller chercher une banque qui va y voir juste un oui ou non financier, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable, en fait, vous n'allez pas chercher à convaincre énormément les gens sur votre capacité de remboursement, même si ce sera important, mais vous allez plutôt essayer de les convaincre sur l'histoire que vous racontez, sur l'intérêt qu'ils ont de s'engager dans votre projet, et ça peut se faire par exemple avec Mimosa, qui est un site aussi très intéressant pour trouver des fonds. Alors pourquoi je vous ai mis Lilo également dans les différents logos ici, c'est que c'est une autre manière de se faire financer petit à petit une petite activité. Parce que Lilo, donc c'est un moteur de recherche que moi j'utilise et que j'aime beaucoup. À chaque recherche que vous faites, bien évidemment, vous savez, quand vous allez sur Google, vous voyez de la publicité. Bien sur Lilo, c'est pareil, quand vous allez sur Lilo, vous voyez une publicité. Je vois que ça a coupé, mais non, a priori ça marche toujours. Vous voyez une publicité sur Lilo, eh bien,
ça va financer, ça va vous accumuler des petites gouttelettes et ça va financer des projets. Donc vous pouvez très bien aussi demander à faire partie des bénéficiaires de l'îlot. Et donc quand les gens viennent visiter votre ferme pédagogique, eh bien tout simplement vous allez leur demander de vous choisir parmi les bénéficiaires. Donc ça peut être également très intéressant. Alors on fait je fais une petite pause juste pour vérifier que tout fonctionne toujours bien, puisque j'ai l'impression que il y a des petites coupures. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un souci, s'il se passe quoi que ce soit, mais a priori tout marche toujours, donc ça me paraît pas mal. Ok. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a le moindre souci. Si vous avez des questions également, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'envoyer un message privé et je vous répondrai à la fin de la vidéo. Mais pendant le live, il n'y a aucun souci, je peux aussi vous aider. Alors, pour avoir des financements participatifs, il y a quand même quelques contreparties. La première, c'est de jouer vous-même le jeu des autres projets. Parce que si vous avez passé 3 ans à dire à chacun aux autres projets, aux autres entrepreneurs, aux personnes qui ont des associations, qui vous demandaient de leur donner 5-10 euros, et qu'à chaque fois, vous les avez soit envoyés balader, soit vous leur dites oui, oui, et puis en fait, vous donnez jamais suite, bon bah, les gens vont pas vous la rendre. Donc ils n'auront pas forcément envie de vous aider. Donc ce qui peut être quand même tout à fait pertinent, et ça c'est la moindre des choses, c'est de quand même, de temps en temps, aller chercher des projets qui vous intéressent et sur lesquels vous donnez quelque chose, ne serait-ce que symbolique, parce que ces gens-là ensuite vont pouvoir être vos relais pour partager vos propres campagnes de financement. Le deuxième effort à faire, c'est que ça se prévoit. En fait, vous n'allez pas forcément gagner du temps par rapport à un financement classique. Ça sera même pas forcément plus rentable qu'un financement classique. Par contre, ça va fédérer énormément. Vous allez créer un noyau dur qui va vous suivre assez longtemps. Mais il va falloir prévoir un plan de communication en amont, vous y tenir, être très rigoureux sur votre communication pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et puis bien sûr, il faudra animer votre communauté, donner des nouvelles, remercier. Je sais que moi, j'ai pas été très très bon d'ailleurs sur la campagne que j'avais fait précédemment sur la lutte des incendies en Amazonie. J'avais pas été le plus rigoureux et voilà, j'ai atteint mon objectif de financement, mais finalement je l'ai pas explosé. J'aurais pu aller beaucoup plus loin si j'avais eu une vraie stratégie de communication, si j'avais, on va dire, non pas que j'ai pas pris au sérieux le projet, mais si je l'avais beaucoup plus préparé en amont. Alors, moi, je voulais surtout vous parler des chantiers participatifs. Alors, quand je dis sur votre lieu, c'est parce qu'on est très générique. Ça peut être sur votre ferme pédagogique, sur le lieu que vous avez ouvert, là où vous exercez en médiation animale. Ça peut être même quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde animal. Vous avez un lieu que vous faites où des gens viennent vivre des expériences. Eh bien, vous pouvez créer des chantiers participatifs. Alors, quand on pense chantier participatif ou collaboratif, on imagine toujours construire une grosse maison. Mais c'est pas forcément ça. Ça peut être beaucoup plus light. Alors vous avez plusieurs moments pour le faire, soit sur la genèse de votre projet, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez plein de travaux à faire, vous avez acheté une super ferme, vous avez plein de travaux à faire, bon bah vous faites appel à tous les participants que vous pouvez et vous rénovez tout. Mais ça peut aussi être pour des plus petits projets, des petites installations, du nouveau matériel, des nouvelles petites installations. Et aussi, et là on se rapproche plus du bénévolat que du chantier participatif, pour des petites tâches du quotidien. Il y a besoin de faire une chose tous les mois, de nettoyer quelque chose, d'entretenir un certain endroit tous les mois, eh bien vous pouvez faire venir des bénévoles tous les mois. Alors à chaque fois, je vous mets des liens. C'est pas forcément que vous devez aller sur le lien, c'est que je mets toujours les sources des images que je trouve sur Internet, parce que il faut rendre à César ce qui est à César. Alors voilà deux trois inspirations que j'ai trouvées assez sympathiques. Non pas qu'elles étaient forcément faites par des chantiers collaboratifs, mais c'est concrètement quelque chose qu'on peut pas forcément faire tout seul, mais que à plusieurs, c'est assez sympa de le faire. Ici, vous avez une image. Alors je crois que ce sont des faux cochons d'Inde en plus, mais c'est pas grave. Euh,
Comment est-ce qu'on fait pour faire un endroit assez sympa dans lequel nos cochons d'Inde vivent, mais qui soit aussi agréable à regarder, agréable à voir, intéressant, soit en médiation, soit en pédagogie? Eh bien, on peut leur créer un petit habitat dans lequel ils se sentent bien, et nous, on est heureux de les voir aussi évoluer dans ce lieu. Pour être plus terre à terre, vous pouvez aussi construire des abris pour des animaux, comme ce qu'on voit sur la droite de l'image. Euh, Vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez. Le principe, c'est que vous définissiez à l'avance les règles du jeu, comment ça va se passer. Est-ce que c'est vous qui fournissez le matériel et vous leur demandez uniquement la main-d'œuvre, ou est-ce que vous demandez aussi aux gens de vous aider sur le matériel, sur le financement des matériaux, etc. Alors, si vous êtes une association, il faudra que vous fassiez très attention au statut des personnes qui viennent chez vous. Si ce sont des gens où il y a un doute sur le fait qu'elles pourraient être rémunérées, vous leur donnez une pièce. Bon bah là, on va être sur du travail dissimulé, c'est illégal. Euh, Parallèlement, quelqu'un qui vient donner un coup de main mais qui n'est pas officiellement bénévole de l'association, ça peut poser des problèmes en termes d'assurance, s'il y a ne serait-ce qu'un accident. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est que quelqu'un qui vient pour vous donner un coup de main, vous lui demandez systématiquement d'adhérer à l'association, vous créez un statut spécifique où il n'a pas besoin de donner 10 euros parce que demander à quelqu'un de payer pour en plus donner un coup de main, c'est moyen, mais vous pouvez lui demander 1 euro symbolique, en échange vous lui offrez le café et le déjeuner ou je sais pas trop quoi pour lui rendre, voilà, on prend d'une main mais on lui rend de l'autre. Mais il est important pour moi, que la personne soit adhérente pour que vous n'ayez pas de soucis du point de vue légal, du point de vue de la sécurité et de votre responsabilité. C'était surtout ça le message le plus important en fait. Euh, alors après, si vous êtes une entreprise, eh ben, il y a plein d'autres manières de le faire. Soit sous forme d'une prestation avec contrepartie non financière, et parfois avec une vraie contrepartie financière. Je m'explique. Vous êtes en région parisienne. Vous avez, comme vous le savez, énormément d'entreprises à Paris, à La Défense, qui ont de plus en plus besoin d'emmener leurs salariés dans des endroits pour se ressourcer, pour sortir, pour participer à la société, etc. Vous pouvez demander à une société, dans le cadre de sa politique RH, pour leur convention annuelle, pour leur sortie de l'année, etc. Voilà, moi je vous propose, pendant ce moment, que vous fassiez une bonne action. Vous m'achetez des arbres et vous venez les planter. Et du coup, vous, entreprise, vous allez pouvoir vous en faire un outil de communication pour dire que vous avez planté des arbres, que vous êtes très content. Vous pourrez leur donner un nom si vous voulez à vos arbres. Les gens pourront faire quelque chose dessus. Ils vont s'approprier le projet. Et en plus de ça, du coup, ils vous ont financé quelque chose. Euh, C'est-à-dire qu'ils vous ont apporté la main-d'œuvre, leurs propres salariés, et ils ont financé l'achat des arbres. Ou alors, ils vous ont donné une contrepartie financière pour que vous puissiez acheter quelque chose. Donc il y a plein de modalités différentes que vous pouvez créer. Le conseil que je vous donne, c'est que quand vous êtes une entreprise, que vous n'êtes pas une association, il faut faire un contrat pour que si vous avez, par le plus grand des malheurs, un contrôle euh, le jour J, qu'il y ait pas une ambiguïté sur les faits que ces personnes soient des salariés cachés, qu'on soit sur du travail illégal, etc. Donc vous avez un petit contrat, une petite convention qui dit ce que les gens font, ce que chacun a payé, etc. Que les gens qui sont là sont en fait des clients, sont pas des employés, même si ce sont des clients à titre gratuit ou pas, ça dépend. Donc c'est comme vous le souhaitez, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez faire intervenir, et il n'y a pas qu'à Paris, hein, vous pouvez faire intervenir des entreprises qui à la fois vont participer financièrement à quelque chose et en plus vont vous prêter leur main-d'œuvre. Alors ça s'appelle comme vous voulez, du mécénat, du sponsoring si vous leur donnez, si vous leur offrez votre image ou votre logo, etc. Mais ça peut être très intéressant. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Vous êtes plusieurs à regarder, mais je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'avance. Les avantages de mettre en place. Alors, cette plage est un peu vilaine. Les avantages de mettre en place ce type de projet collaboratif. Bah, le premier, c'est que vous fédérez énormément autour de vous. Vous allez
devenir l'épicentre de quelque chose qui bouge. Et en général, quand quelque chose bouge, ça plaît, ça fait parler, évidemment, et ça intéresse les gens. Vous créez du lien entre les gens, pas que avec vous, mais entre les gens. Il y a beaucoup de rencontres qui se font pendant ces moments-là. Des gens qui se rencontrent et qui vont peut-être aussi participer à d'autres événements, à d'autres endroits, qui vont s'entraider, etc. Donc en fait, vous créez, c'est la définition d'un réseau, c'est qu'à la base, un réseau, c'est 2 ou 3 personnes qui sont interconnectées, mais ces personnes sont interconnectées à d'autres, et on crée un émaillage, on crée une toile d'araignée. Et ça va être très intéressant pour vous, mais il faut aussi être un peu désintéressé. C'est intéressant pour les autres. Vous allez également ouvrir le champ des possibles. Et oui, parce que quand vous rencontrez, quand vous faites venir des gens sur un chantier participatif, vous avez tous les profils. Vous pouvez avoir un banquier, un comptable, un maçon, un chômeur, et que sais-je, et vous allez pouvoir rencontrer du monde, ouvrir le champ des possibles, trouver des opportunités, pouvoir vous-même aider quelqu'un qui a besoin de quelque chose, et ça, c'est quand même la base des besoins humains, c'est la socialisation. Et puis le dernier, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est qu'en fait l'histoire est encore plus belle à raconter quand on fait visiter quelque chose. Vous faites visiter un groupe dans votre ferme pédagogique, vous leur dites voilà, ceci est l'habitat de mes cochons d'Inde. Bon bah certes, on va regarder les cochons d'Inde, mais ça va pas avoir une aura spécifique. En revanche, si vous leur dites voilà, on est dans un endroit qui a été créé par des bénévoles. Vous avez ici un petit dessin qui a été fait par une artiste potière qui est pas loin d'ici. Tiens, si vous êtes intéressé, je vous en parlerai plus tard. Et puis, vous leur racontez l'histoire du lieu en leur montrant que ça a fédéré des gens autour d'eux. Eh bien, ça va donner un petit sourire au coin des lèvres et ça donne envie d'en apprendre plus sur le lieu. Et on se sent beaucoup plus concerné. Alors par contre, il y a des inconvénients. Quand on fait un chantier participatif, il y a de l'humain à gérer. Et l'humain, ça peut être des conflits, ça peut être des égos qui sont confrontés, ça peut être des gens absents qu'on n'ose pas trop blâmer parce qu'on se dit bah oui mais ils sont venus gratuitement donc je vais pas les engueuler s'ils ont fait une bêtise ou s'ils sont pas là alors qu'ils avaient dit qu'ils viendraient, etc. Bon bah il y a de l'humain à gérer. Dans le monde participatif, je crois qu'on appelle ça le BF, le PFH, ouais, le PFH, pardon de l'expression, le putain de facteur humain, ça veut dire que c'est vraiment l'élément qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Il faut mettre l'humain au cœur de tout pour que ça puisse fonctionner. On n'est pas là pour répondre à une fonction, sinon on paye un prestataire et on fait quelque chose. L'idée c'est d'avoir un facteur humain qui rend les choses beaucoup plus sympathiques. Donc ça va vous imposer de mettre quelques règles, ne serait-ce que le règlement intérieur, bien évidemment, mais d'imposer quelques règles. Voilà, s'il y a un plan de construction, on n'essaye pas de partir complètement à l'opposé. On essaye de s'en tenir au projet de départ, à pas faire n'importe quoi. S'il y a une division des tâches, il faut que les gens l'acceptent. Sans être despotique, hein, mais l'idée c'est quand même de faire en sorte à ce qu'il y ait un cadre qui fasse en sorte à ce que tout se déroule bien. Donc main d'œuvre gratuite, certes, mais ça ne veut pas dire liberté absolue pour n'importe qui, sinon on se retrouve avec une maison de fous. Et puis enfin, il faut accepter que tout soit pas à votre image. Effectivement, si vous demandez à un groupe de 5 personnes de créer une cabane, pour faire, je sais pas moi, une cabane pour des animaux, pour vos chèvres, ou même pour héberger des gens ou quelque chose, bah ils vont la faire selon ce que eux imaginent être super. Ce sera peut-être pas exactement ce que vous imaginiez, mais c'est pas grave, il va falloir l'accepter. Donc je voulais vous montrer juste 2 petites plateformes qui sont intéressantes. Bon, le WWOOF, tout le monde connaît un peu ça, donc là je vous ai mis le logo du WWOOF international. Ça s'en rapproche en fait, c'est l'idée de faire travailler des gens gratuitement et en échange on leur donne une expérience, quelque chose. Mais pour moi, on va plus se rapprocher dans ce que je vous ai décrit de Twiza. Qui est un réseau avec une carte de projets collaboratifs qui sont assez intéressants. Je vous invite à aller regarder, vous pouvez aller faire un tour. On va être surtout sur la construction collaborative,
mais il n'empêche que ça peut être intéressant. Mais après, le meilleur réseau pour trouver des bénévoles, c'est votre propre réseau, c'est Facebook, c'est vos réseaux sociaux, c'est la localité et c'est la rencontre de gens. Plus vous allez vous immiscer dans la société, plus vous allez vous intégrer, plus vous allez pouvoir avoir des contacts et multiplier les opportunités. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus fondamental, c'est que si vous êtes au fond de votre cave pendant 2 ans, le jour où vous allez vouloir créer un chantier participatif, on va pas vous suivre parce que vous aurez pas cet état d'esprit, vous aurez rencontré personne et les gens vont se dire bah oui mais il est bien sympa, mais il est jamais venu nous donner un coup de main, il a jamais fait partie de nos valeurs et, euh, et c'est dommage. Et donc on va pas l'aider. Euh, Donc voilà, je vois que ça bouge un peu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, écoutez, j'ai terminé sur ce que je voulais vous dire. Alors, bien évidemment, sur la partie financement participatif, vous avez toujours les vidéos que j'ai publiées sur le sujet, les articles également sur mon blog, sur l'historique Facebook et sur ma chaîne YouTube. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez un projet, que vous avez envie d'en discuter, un projet de ferme pédagogique, un projet de médiation animale, un projet qui met en relation un petit peu l'homme et le monde vivant, eh bien, je serais ravi d'en discuter avec vous. J'ai des petits créneaux qui sont réservés pour ça, pour discuter. Donc, c'est des petits créneaux de 20-30 minutes où on peut échanger un peu sur votre projet. Ça mange pas de pain. J'ai créé un agenda parce que ça devenait un peu compliqué de gérer justement les demandes manuellement. Donc, vous avez en fait le lien ici, calendly.com, et vous pouvez demander tous les matins un petit rendez-vous avec moi. Alors bien sûr, si le matin vous n'êtes pas dispo et que c'est que le soir, bah, vous m'envoyez un petit mail et je vous répondrai quand même avec un très grand plaisir pour échanger avec vous, pour parler de votre projet et voir comment je peux vous aider, vous orienter euh, vers les meilleures solutions. Alors bah du coup, ça va être tout pour moi pour ce soir. Je vous retrouverai bientôt, j'espère, pour à la fois un article et une vidéo. J'ai plein de sujets en tête, mais bien sûr, les sujets qui m'inspirent sont ceux que vous me proposez, dont vous me parlez. Là, les projets participatifs, ça venait d'un projet sur lequel on m'a parlé et on m'a posé des questions et j'ai eu envie d'en parler. Donc j'ai plein d'idées en tête, mais proposez-moi les sujets sur lesquels vous aimeriez que j'approfondisse, que je puisse parler un petit peu avec vous, et ce sera avec grand plaisir. Sinon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné de la page Facebook des entrepreneurs animaliers, si vous la likez pas encore, eh bien, ça me ferait très plaisir que vous puissiez suivre la page. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.